Moi, j'aimerais bien éditer Michel Houellebecq et Jean-Pierre Luminet. Il y a de cela 25 ans. Donc, vous voyez, les choses peuvent mûrir. Donc, entre-temps, j'ai fait 3 livres avec Michel Houellebecq. Et on a fait donc ce livre avec Jean-Pierre, on a commencé il y a 2 ans, parce que je me suis rendu compte qu'en plus de sa vocation d'astrophysicien, Jean-Pierre était un excellent poète. Donc j'avais lu tout ces textes poétiques, ne comprenant pas grand-chose à l'astrophysique, et on a cherché à assembler ces poèmes pour créer un livre. Et ces poèmes étant très sensuels, je me suis dit que l'artiste qui serait apte à les accompagner de manière extrêmement délicate, sensuelle, très douce, ce serait Mylène, qui est une grande dessinatrice, entre autres, en plus d'être plasticienne, elle est dessinatrice. Et on a donc réalisé ce livre que je vais vous montrer. Donc, voilà, c'est un livre-objet qui se présente comme ça dans une boîte cloche, comme on dit, avec le texte qui a été calligraphié à la main, de cette manière. Et voilà. Et là, ça prend tout son sens dans l'idée du livre-objet. C'est-à-dire que là, on a un socle dans lequel il y a une reliure gravée en aluminium et le livre se présente en page libre à l'intérieur du livre. Et on a travaillé ensemble pour justement mettre en page ces poèmes et les accompagner de dessins. Ça nous a permis de créer un espace qui est lié justement à l'idée de quelque chose d'astral et céleste. J'ai demandé à Jean-Pierre de composer un poème manuscrit dans chaque livre, qui est différent dans chaque livre, et puis Mylène, qui a fait dans chaque livre un dessin original signé. Voilà, donc c'est ce qui apporte aussi la touche très personnalisée à l'ouvrage, puisqu'il y a chaque fois un texte et une illustration originale. On a créé un astrolabe poétique, c'est un objet surréaliste en fait, il n'a aucune utilité véritablement, si ce n'est de produire de la beauté, de l'imagination, de la poésie. Donc en fait, c'est un instrument qui a été conçu de telle manière que s'allument les planètes, les constellations quand on l'ouvre, et des planètes sortent où il y a des dessins de Mylène et les poèmes de Jean-Pierre. Ce qui fait que quand on regarde cet astrolabe, on a affaire à des planètes poétiques et artistiques qui n'ont pas grand-chose à faire dans l'univers, mais en tout cas dans notre univers poétique, pourquoi pas. Luge, embrasement sont des péripéties locales. L'état premier du monde nous montre des masses solides, froides, noires. Les collisions sont rares mais grandioses. Au premier contact, les amants se vaporisent en nébuleuses. Ma bouche aspire ta fleur d'Angzoka, la fleur soufrée du soleil. Ma bouche aspire ta bouche, ma bouche colossale savoure l'infini. Voilà. Merci beaucoup. On a derrière un livre qui est caché et qui est un livre très personnel. Alors cette collection, elle s'appelle Secrets d'atelier. Donc il y a ce livre-là, et il y a celui qui est là. C'est pour vous dire que les formes peuvent être totalement différentes, mais que dans l'idée, ces livres décèlent un secret d'atelier. Et le fait que ce livre soit caché a permis à Mystique de dire des choses qu'elle n'aurait jamais dites si ça avait été une édition simple. En fait, elle a écrit un texte sur l'amour et comment ses amants, et tous les hommes qu'elle a rencontrés, lui ont permis d'être ce qu'elle était, et d'avoir fait une création comme elle l'a faite. Donc elle commence l'ouvrage, voilà, avec la liste de ses amants, enfin ceux dont elle se souvient. Je les ai comptés, il y en a 143. C'est un tempérament. Et donc, elle a fait à l'intérieur du livre des pochoirs et ce qu'elle appelait son langage des oiseaux, c'est-à-dire des jeux de mots qui chaque fois touchent cette idée de l'amour, de la déception amoureuse et de l'illusion amoureuse aussi évidemment qui
qui est une des plus grandes parts pour elle de la création artistique, c'est l'illusion amoureuse, c'est-à-dire qu'on vit l'acmé, et après il y a quelque chose à dire de cet acmé qui n'existe plus ou qui peut devenir souffrance. Donc, voilà, elle me dit d'ailleurs, plus fort que la passion, l'illusion, n'est-ce pas? Et à la fin, c'est très joli quand elle dit embrasser ou dévorer, tant commencer. J'ai du mal. J'ai du vague à l'homme. Voilà. Au lieu de dire j'ai du vague à l'âme, j'ai du vague à l'homme. Voilà. Donc ça a été tiré seulement à 30 exemplaires. C'est aussi un secret d'atelier, c'est-à-dire que Makil Xenakis, que vous connaissez peut-être aussi, qui a été exposé à l'Île-sur-Somme, entre autres à la galerie Annie Lagier. Makil Xenakis fait ces espèces de personnages qu'elle appelle ses tatas. Et elle avait des choses à dire très personnelles, mais pareil, elle ne veut pas développer ça dans un livre à grande diffusion. Donc elle a tourné pendant 2 ans et demi en rond. Alors on lui a dit, écoute, puisque tu tournes en rond, ben, on va faire un livre rond, comme ça sera plus facile. Et à l'intérieur de ces boîtes, il y a donc un livre où elle raconte son histoire, et des matériaux qu'on a utilisés, qui sont des matériaux un peu kitsch, puisque ces tatas étaient couturières, c'était les personnes qui habitaient au-dessus de chez elle. Elle vivait donc avec son père, Yannick Xenakis, et sa mère, Françoise Xenakis, qui étaient 2 grands artistes et qui n'étaient jamais là. Donc elle a été élevée par ces femmes qui habitaient au-dessus de chez elle, qui étaient couturières, et qui utilisaient beaucoup l'astracan, la panne de velours, en fait, ces matériaux un petit peu, comment dire, populaires, oui, voilà, et qu'on retrouve dans ce livre. Et dans le livre, Makil raconte justement sa détresse d'enfance, où elle était seule et où ces femmes l'accueillaient chez elle, et comment est née cette création de ces personnages qui sont ces fameuses tatas, avec le signe autour, et qui veillent sur le livre. Elle raconte aussi sa rencontre avec Louise Bourgeois, et c'est Louise Bourgeois qui l'a entraînée à la création, parce qu'elle n'osait pas, vu que ses parents étaient de très grands artistes, et elle a commencé à créer elle-même grâce à Louise Bourgeois qui l'a libérée. Et le plus drôle pour nous, ça a été de faire avec Céline pas Céline Duchesne, Richeux, Marie Richeux, de France Culture. Elle a fait une préface pour le livre, un poème, à France Culture. Elle a demandé à Makil de venir lire le poème. Elle a lu les siens également. Et on a fait la clé du secret, qui est jointe au livre, comme ça. Donc les livres, ce sont toujours des histoires de rencontres, des histoires de confidence aussi, quelque part, parce que ce sont des livres toujours secrets, des livres de sous-bois. Et on y trouve des textes et des œuvres qu'on ne trouverait pas ailleurs. Donc l'idée, ça a été de faire ce livre en accordéon avec des tirages originaux. Aujourd'hui, on ne ferait plus ça, mais bon, maintenant, on l'a fait à l'époque. Et avec tous ces mots qui obsédaient Lucien à l'époque autour de la zébrure. Et ce livre, quand on l'a sorti, on essayait de le vendre limite 200 €, puis on avait bien du mal, c'est bien compliqué. Pourtant, tout le monde le trouvait très beau. Lucien a applaudi quand il est arrivé dans son atelier. Et on en a fait 22 exemplaires, donc on les a quand même tous vendus. Et après, c'était en 2004, je crois, oui, ou en 2006 peut-être. Et après, ce livre a eu son parcours. C'est-à-dire que nous, en tant qu'éditeurs, on est créateurs, mais les choses, après, suivent un parcours spéculatif qui nous échappe totalement. Donc ce livre a été exposé à Paris, sur des grands salons, a été exposé à New York. Il a été passé en salle des ventes, il a fait 8 000 $. Et on sait qu'il a été exposé à la galerie Throckmorton à New York à 12 000 $. Donc, vous voyez, dans ces objets-là, en fait, ce sont des objets qui sont créés comme ça pour le plaisir, pour la joie. Au départ, quand on les met en vente, c'est pas facile. Et c'est le temps qui fait le travail spéculatif autour de ces objets, ou le travail de la reconnaissance aussi. De choses autour de la mort, des choses assez difficiles, puisqu'il raconte que quand il était enfant, à l'âge de 11 ans, il a assisté à un accident
C'est des tôles qui sont tombées dans une voiture et est arrivé à ses pieds la tête d'une petite fille. Et il a été marqué par cette idée de la mort et de la représentation de la mort dans le visage comme ça. Et comme il habitait à Albuquerque, il pouvait aller au Nouveau-Mexique et il allait chercher faire des photographies ou chercher des corps dans les morgues. Et il faisait des vanités inspirées du XVIIIe siècle, des choses magnifiques, très baroques. Il faisait des photographies à partir de ces corps. Nous, on a fait avec lui le seul livre d'artiste qu'il ait fait, avec une trilogie qu'il a fait à Paris, alors qui est quand même toujours un peu dans l'esprit de la sensualité de ce qui nous tient à cœur, qui est donc, malgré son apparence, qui est un squelette, c'est un livre, c'est-à-dire que vous avez ici la page de titre, le colophon, vous avez ici le texte, où Witkin fait l'éloge de la femme, un grand texte, un très beau texte sur la femme, et ensuite ça se présente sous cette forme-là, un triptyque de mise, ce sont des mises en scène en fait, hein, Photoshop n'a rien à voir là-dedans, hein. Ce sont des mises en scène que fait Witkin avec des textes et des gravures également, des colorisations où la mort est toujours présente. Et il nous racontait que cette femme que l'on voit là, qui est en train de lire, la lectrice, elle a un serpent sur les genoux, donc c'est un véritable serpent qu'elle avait sur les genoux. Et elle tremblait tellement, elle avait tellement, comment dire, elle était terrorisée, qu'il n'a jamais réussi à faire une photo nette. Donc, du coup, il a colorisé sa photo, il en a fait autre chose, et ça reste une très belle photo sur la lecture et l'imaginaire. Assidu depuis mon enfance, n'ayant pas de vocation particulière pour l'astrophysique dans mon enfance, c'était plutôt la musique, les arts plastiques, l'écriture, la poésie, et j'ai toujours conduit en parallèle toutes ces activités qui se complètent. Donc notamment pour la poésie, j'ai effectivement publié une dizaine de recueils de poèmes, et c'est dire à quel point j'ai été heureux et honoré d'ailleurs d'être contacté par Patricia pour faire partie des auteurs de ces magnifiques éditions de Ronarpal. J'espère que tu nous montreras d'ailleurs quelques-unes de vos réalisations tout à fait extraordinaires, parce que c'est vrai que la première fois où je suis allé la rendre visite, ils m'ont montré quelques-unes de leurs réalisations, mais j'ai été absolument ébloui par la diversité, la richesse d'imagination et d'invention à chacun de ces livres, qui sont des objets à part entière, des créations spécifiques. Donc, après le projet, effectivement, Patricia vous l'a expliqué, c'est développé autour de ces magnifiques idées d'astrolabe, de ce qu'on appelle les volvelles, hein, les choses rondes que l'on trouve dans certains beaux livres d'astronomie du XVe et du XVIe siècle. Donc tout cela pour dire également que dans mes activités plutôt artistiques, j'ai eu de très nombreuses collaborations, à part mes propres modestes productions dans le domaine de la poésie, de l'art plastique, en musique, de très nombreuses collaborations, aussi bien dans la musique, avec des musiciens, avec des sculpteurs, et avec des artistes pour plusieurs livres d'artistes. Donc j'ai à peu près une demi-douzaine de livres d'artistes, hein, avant effectivement celui-là, qui est un petit peu la cerise sur le gâteau. Donc par exemple, brièvement, je peux vous montrer rapidement deux ouvrages avec une artiste qui s'appelle Brigitte Tartière. Celui-ci s'intitule La nuit brûle. Alors, au départ, c'est à propos de l'éclipse totale de soleil qui était observable en France en 1999, j'imagine que vous vous en souvenez. Et donc, cette artiste était venue me voir dans mon bureau de l'époque, à l'Observatoire de Meudon, où je travaillais à l'époque, pour faire un projet autour de cette éclipse-là. Et donc, on a conçu ensemble cet ouvrage, voilà, comme ceci, qui est un accordéon, dans lequel, en fait, elle m'avait demandé d'écrire deux textes entremêlés, un texte poétique et un texte un peu plus pédagogique sur les éclipses, dont les mots étaient entremêlés, inscrits dans ce cercle-là. Et Brigitte Tartière a cousu un mot sur deux. Donc, dans la première partie de l'éclipse, on lit la description astronomique d'une éclipse. Dans la partie de l'éclipse totale, tout est caché, tout est masqué. Et dans la sortie de l'éclipse, se révèle en fait le poème, qui n'a plus grand chose à voir
avec les éclipses, c'est plutôt d'ailleurs un poème également sensuel d'une certaine manière. Et donc voilà, cet accordéon qui raconte cette éclipse. Et puis, comme c'est cousu avec des fils de laine, eh bien à l'arrière, ça fait ça. Et ça ressemble un petit peu à des cartes du ciel, notamment au milieu, ou alors les cartes du ciel lorsqu'on fait une photographie avec un petit temps de pause sur le ciel, eh bien effectivement, comme la Terre tourne, il y a des traînées lumineuses que font les étoiles dans le ciel. En fait, c'est ça, c'est quand en fait la forme libre en fait devient en fait l'objet à la fois de la réflexion et de la création. Donc ça, c'est un livre que j'ai fait parce que moi je fais beaucoup de dessins et je me suis intéressée en fait au monde ouvrier et spécifiquement au monde ouvrier du textile. Et du coup, voilà, j'ai exposé donc à Roubaix, à la manufacture du textile, là où qui était une grande région, et puis à côté de Lyon, qui est aussi une grande région autour du textile. Et le fait d'aller exposer dans ces usines, j'ai vraiment eu envie d'intégrer finalement la mémoire des lieux et des personnes qui ont été là. Donc je me suis inspirée vraiment du lieu. Au début, bien sûr, je savais que j'allais présenter des dessins et tout, mais j'ai voulu faire quelque chose de spécifique au lieu. Donc c'est une usine qui est proche donc de Lyon. Donc j'ai récolté en fait toute la production qui était faite à l'intérieur. J'ai travaillé un peu avec les archives pour comprendre un peu les ouvriers, la mémoire ouvrière, comment ça s'était passé dans la région. Et en construisant en fait cette exposition au fil des mois, parce que j'avais 1 an pour la préparer en fait, j'ai travaillé sur un livre en me disant là je vais recueillir exactement comme il y a des livres où on met les modèles de tissus, je vais faire tout ce que je récolte. Donc voilà, donc c'est un livre que j'ai appelé Tisseur-tisseuse. Voilà, donc j'ai brodé. Tous les textes sont brodés. Voilà, tous les textes sont brodés. Et donc elle a bâti Gascon, voilà. Et donc ça c'est les tissus qui étaient produits dans l'usine. Ça c'est les canettes qui servent aux machines. Voilà. Ça c'est des visages d'ouvriers, d'ouvrières dont j'ai pu récolter des photos. Voilà, voilà, donc petit à petit, à chaque fois, j'ai avancé comme ça. Ça, c'est des échantillons de tissus qui étaient produits dans ces usines. Ça, c'est un peu pour marquer la mémoire de ces personnes, en fait, qui se retrouvent anonymes, puisqu'on les a oubliées, elles sont noyées dans la masse, on dit le monde ouvrier, mais ça ne devient plus personne, en fait. Donc c'est un peu comme ça, une invisibilité. Donc c'est un visage qui est percé, donc percé par des aiguilles, comme ça, c'est comme ça qu'il est dessiné. Donc là, il est percé par des aiguilles, mais sur du noir. Enfin, voilà. Ça, c'est des portraits. J'en ai retrouvé que 3, qui sont les portraits des canuts qui sont passés dans les procès après la révolte, en fait, et qui ont été condamnés. Donc, je ne peux même pas lire les noms. Donc, moi, j'ai pris des croquis qui ont été faits, comme ça, des caricatures qui ont été faites pendant les procès. Voilà, j'ai reproduit un peu les visages. Voilà. Et c'est lui, en fait, qui va, avec le titre, donner un sens, en fait, à l'objet. Donc voilà, je lui apporte ce livre que j'ai fait avec des encres. Donc une petite boîte comme ça. Et ça, ce sont des mains, qui sont les mains de toutes les personnes qui étaient présentes à la résidence. Donc il y a une main de Michel Butor, une main de Marie-Jo, sa femme, une main de Maxime Godard, photographe. Il va y avoir la mienne. Il y a une main de Ouida, qui était un artiste marocain qui était avec nous. Enfin voilà, Farid Belkaya, voilà. Et donc j'avais pris l'empreinte des mains. Je voulais faire ce livre en fait sur place, mais je suis revenue chez moi, j'avais que les empreintes de mains. Et quelques mois plus tard, j'ai fini par faire ce livre. Je savais pas du tout, voilà, mais je l'ai fait comme ça. Je l'ai donné à Michel sans lui dire d'où venaient les mains. Et il a appelé donc ce livre boîte à gants. Voilà. Et sur chaque main, il a raconté quelque chose de cette personne qui aurait porté ce gant. Voilà. Autre livre, pendant que j'y suis, que j'ai fait avec Michel, donc quand moi j'ai perdu mon compagnon la même année que lui a perdu sa femme. Et on était proches géographiquement d'1 heure, on était amis, donc je suis beaucoup allée le voir, ça m'a beaucoup aidé dans cette période-là. Et je l'ai aidé à ranger son bureau. Donc comme on s'est mis à se voir très régulièrement, toutes les semaines en fait,
Un jour, je lui ai dit, allez Michel, donc je suis repartie sur la même idée. Mais là, par contre, je lui ai dit que je faisais ça. Donc j'ai pris l'empreinte, de nouveau l'empreinte de sa main, et puis de nos visages. Donc j'ai fait, ensuite j'ai fait en pochoir, donc de nos bras, voilà. Donc de nos silhouettes, voilà. Et j'ai apporté donc ce livre à Michel, et Michel l'a appelé donc Dialogue des veufs. Donc c'est très bon parce qu'en fait à chaque fois, bon moi je vous raconte la petite histoire, après on n'est pas obligé de le savoir, mais c'est très beau. Voilà,